Édition spéciale sur Al24 News, bienvenue à vous. Guerre contre l'Iran, on approche du second mois des chocs qui sans doute sont en train de redessiner les lignes au Moyen-Orient. Toute une civilisation mourra ce soir, dixit le président américain. C'était hier en conférence de presse, en rajoutant face aux journalistes que l'armée américaine avait la capacité de faire disparaître le pays, en l'occurrence l'Iran, en une seule nuit. Qu'est-ce que sous-entend donc le président américain? On pense bien entendu à l'usage d'une bombe nucléaire. Si l'Iran n'accepte pas les conditions américaines, à savoir le contrôle du détroit d'Ormuz. Est-ce que Trump bluffe pour faire pression ou est-ce qu'il est vraiment prêt à commettre l'irréparable? La question que tout le monde se pose en tout cas. Comment est-on arrivé justement à se poser cette question, à savoir qu'un président américain fait état d'une menace de la sorte? Cela révèle aussi d'une certaine manière l'impasse américaine face à l'ambroglio, plutôt l'équation iranienne. Et combien de temps est-ce que cette guerre durera? C'est ce que tout le monde se pose. Est-ce que utiliser l'arme nucléaire, on va poser la question à un spécialiste militaire, réglerait pour autant le problème? Et au fond, dans quel état est l'armée américaine? C'est tout cela que nous débattrons ce soir. À tout de suite pour en parler. Il menace, il lance des ultimatums, il tense, il insulte, il repousse juste après ces mêmes ultimatums, il revient initialement aux premiers ultimatums. Trump est le problème iranien, sauf que c'est un problème qu'il a créé lui-même, à en croire les médias américains et certains émissaires militaires américains, car beaucoup de généraux américains remerciés depuis étaient contre une guerre contre l'Iran. Comment est-on donc arrivé à cette situation? Pour en parler avec nous, d'abord, Karine Bécher, qui interviendra à partir de Moscou. Bonsoir Karine Bécher, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Toujours un plaisir, politologue et enseignante. Encore une fois, bienvenue. Tout à fait. Également, il est expert en géopolitique au sein du Centre européen de droit et d'économie et professeur à Albert School, où il enseigne la géopolitique. Auteur également d'un ouvrage géopolitique, Cette force qui nous habite. Il en sera question également ce soir. Charles Salvaudon, bonsoir. Bonsoir. C'est une première, on est très content de vous avoir. Écoutez, c'est partagé. Et également avec nous Mathias Delory, qui est chargé de recherche au CNRS des sciences politiques à Paris, pour comprendre la politique internationale afin de mieux la changer. C'est en tout cas, c'est ce que vous préconisez, Mathias Delory. On verra comment. Tout d'abord, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors entrons, messieurs, madame, dans le vif du sujet. On l'a dit il y a quelques heures, on a entendu Trump, le président américain, affirmer qu'une civilisation entière pourrait disparaître en une nuit. De mémoire, on a rarement entendu un président américain s'adonner à une telle rhétorique. Finalement, pour lui, ce sont des millions de vies évoquées, qui seraient évoquées étant justement des options qu'on effacerait d'un coup de bouton. C'est comme ça qu'on dira les choses. En tout cas, on menace ici rien de moins d'anéantissement de tout un peuple. Karine Bécher, pensez-vous tout bonnement qu'il passera à l'acte? Alors, c'est difficile à dire, on espère quand même que non. Mais il faut quand même se rappeler que les États-Unis sont le seul pays à avoir déjà utilisé l'arme nucléaire à l'époque contre le Japon, alors que militairement, cela ne présentait strictement aucun intérêt. Donc, nous voyons bien ici revenir une forme de fanatisme et malheureusement, il y a déjà cette tradition. Charles Salvaudon, de mémoire, on n'a jamais vu un président américain s'exprimer de la sorte. L'histoire nous a montré jusqu'où mènent les mots qui déshumanisent. Avec les Iraniens du côté américain, on a eu droit à pas mal de colibés, barbares, sous-humanité, obscurs mollahs. Enfin, les mots de Trump tombent déjà sous le coup du droit international. Mais il a dit lui-même, quand on lui a soumis la question hier, à savoir est-ce que en visant les ponts et les centrales énergétiques, est-ce qu'il n'avait pas peur de tomber justement sous le coup de la loi du droit international? Il a répondu « Je n'en ai cure, I don't care ». Un commentaire. Alors, il semble que la position américaine soit très claire.
Karine Béchet, allez-y, puis je donnerai la parole à Charles Salvadon, allez-y. Ah pardon, j'avais pas compris. Non, allez-y, non, c'est très bien, allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y. Très rapidement, simplement, il faut rappeler que les États-Unis ont officiellement déclaré que le droit international ne les concernait pas. Donc, nous sommes dans une situation intéressante où, effectivement, théoriquement, le droit international existe, mais nous voyons que en période de guerre, nous sommes dans une période de nihilisme juridique, et ce que nous voyons en Ukraine, nous le voyons également maintenant en Iran, ce qui montre bien que l'on arrive, comme d'ailleurs Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'avait souligné, à une période de rupture civilisationnelle, la fin d'un système, et il va falloir, à la fin de ces conflits, en créer un autre. Charles Salvadon, allez-y. Alors, Trump, je définirais ça comme un symptôme d'une Amérique fracturée. Trump n'est pas une anomalie finalement, il est le symptôme d'une Amérique en crise structurelle, qui est traversée par plusieurs lignes de fracture, une fracture sociale, une fracture territoriale et une fracture idéologique. Donc on assiste à un déclin de l'impérialisme américain. Et en fait, c'est ce genre de commentaires, ce genre d'actions, ce genre d'événements n'est que la dernière cartouche que les États-Unis seraient prêts à tirer. Je reviendrai quand même sur le premier commentaire qui est très pertinent parce qu'il est relativement tabou, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Sur le fait que les États-Unis d'Amérique seraient prêts à reproduire ce qu'ils avaient fait en 1945. Effectivement, on ne peut pas exclure ce genre de scénario. Ensuite, pour répondre également aux commentaires de ma consoeur, je dirais que oui, on est en train de vivre la fin de la géopolitique du XXe siècle, c'est-à-dire une géopolitique verticale qui est complètement axée sur la rivalité, les conflits et les États, et qu'il va falloir redéfinir un nouveau cadre pour le XXIe siècle. Parce que on peut pas continuer en fait dans cette logique-là. Mathias Delory, même question, je la poserai différemment. Vous êtes un observateur de la chose militaire, notamment aérienne. Bon, c'est vrai qu'on connaît Trump, un peu son style, il a une rhétorique un peu, on va dire, libérée. C'est comme ça qu'on va présenter les choses pour être poli. Mais est-ce que c'est pensable aujourd'hui, en 2026, de faire appel à d'utiliser l'arme nucléaire contre toute une nation de 90 millions d'habitants? On a du mal à voir comment réagirait, par exemple, comment laisserait faire justement l'Union européenne, la Chine, la Russie. On est dans un monde quand même où le droit règne, où il y a d'autres puissances qui observent, qui regardent, il y a la diplomatie qui est là. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il faut bien se rendre compte de ce dont on parle. On évoquait tout à l'heure les bombardements atomiques sur le Japon. Les bombes thermonucléaires actuelles, c'est pas la même technologie. Ce sont des bombes beaucoup plus puissantes. Ce serait une faillite absolue d'un point de vue moral. Est-ce que c'est possible ? Alors, j'aurais tendance à penser que il existe encore des solutions entre cette solution apocalyptique et la manière de faire la guerre qu'ont choisi Israël et les États-Unis, à savoir des bombardements aériens sur une multitude de cibles à la fois militaires et civiles. Donc, les États-Unis étant dans une position de faiblesse vis-à-vis de l'Iran, ils ont un intérêt à augmenter la puissance cinétique de leurs attaques, mais ils ont aussi des solutions intermédiaires. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils ont quelques solutions conventionnelles, mais qui seraient elles aussi catastrophiques, parce que comme toutes les cibles militaires ont à peu près été visées, maintenant, ils vont s'attaquer principalement à des infrastructures civiles, donc ça va avoir des conséquences terribles pour la population. Il y a peut-être un maigre espoir du côté de la diplomatie. L'Iran et les États-Unis auraient reçu un plan de cessez-le-feu négocié
par le Pakistan, une approche en 2 étapes, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat suivi d'un accord global. C'est l'agence Reuters qui le révèle, avec le maréchal Asim Mounir, qui a été, donc il est pakistanais, qui a été en contact toute la nuit dernière avec le vice-président J.D. Vance et l'envoyé spécial Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères Arakchi. On évoquerait l'internationalisation du détroit d'Ormuz sur un délai de 10 à 20 jours pour finaliser un accord plus large. On verra ce qu'il en sera. Karine Bécher, comment est perçue cette agression américano-sioniste du côté de Moscou, justement ? Qu'est-ce qui se dit là-bas ? Elle est très mal perçue puisque, pour revenir à la question des négociations, il faut quand même rappeler que 2 fois l'Iran a accepté de négocier et 2 fois l'Iran s'est fait agresser. Donc, est-ce que l'Iran va prendre le risque une 3e fois ? Ce serait quand même assez surprenant. N'oublions pas que le calendrier joue aussi contre Trump. Nous approchons des élections de mi-terme aux États-Unis. Les républicains sont en très mauvaise position. La cote de popularité de Trump est en chute rapide. Donc, Trump a beaucoup plus besoin, en fait, d'un cessez-le-feu imminent afin de pouvoir le violer derrière de toute manière. Mais les Iraniens, eux, n'en ont pas forcément besoin. La Russie essaye de continuer la ligne qu'elle a toujours, qui est une ligne assez formaliste au niveau juridique, même si parfois elle est assez surprenante. Mais elle est clairement du côté de l'Iran pour la bonne et simple raison que l'Iran est le pays agressé. Et ça ne se pose pas de question. Et d'autant plus que l'Iran ne présentait strictement aucun danger pour la sécurité internationale américaine. Elle représente un danger pour l'hégémonie israélienne, mais ça, c'est une guerre qui n'est pas légitime. Justement, l'hégémonie israélienne, on en vient à parler de ce point. Charles Salvaudon, cette guerre peut être résumée par une phrase tirée du livre de Netanyahou publié en 1993. Déjà, le titre en anglais, c'est A Place Among the Nations, où Netanyahou écrivait déjà à l'époque. La tâche des dirigeants, je retrouve la phrase, alors la tâche des dirigeants israéliens est d'essayer de convaincre le gouvernement américain qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de suivre la politique qui coïncide avec les intérêts israéliens et non l'inverse. Netanyahou, on le sait, a bâti quasiment sa carrière militaire depuis les années 80 pour une croisade américaine et sioniste contre l'Iran. Tous les présidents américains avaient résisté. Le dernier en date était Obama, qui l'a raconté lui-même d'ailleurs dans ses mémoires. Pourquoi, selon vous, Trump est celui qui a cédé à la pression de Netanyahou ? Je pense qu'il faut déjà comprendre qu'aux États-Unis, la diaspora, si on peut l'appeler ainsi, israélienne ou juive est relativement importante. Donc forcément, c'est une pression électoraliste. Donc ça, c'est une des raisons principales. Ne jamais oublier qu'aux États-Unis, et on parlait des midterms, on parlait de l'approche des festivités en juillet, des élections, des midterms qui vont bientôt arriver, et donc forcément, d'un point de vue électoraliste, on peut pas se permettre de négliger cette dimension-là. Maintenant. On va pas refaire l'histoire, elle est longue, mais il faut quand même se rappeler de 1967, lorsque le général de Gaulle disait qu'il fallait pas s'occuper de ce genre de conflit et qu'il fallait rester dans une position neutre, et que le premier qui commencerait à prendre parti on récolterait, j'ai envie de dire, des décennies et des décennies de problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de perdurer. Donc je pense que au-delà de la question américaine et de savoir est-ce que Netanyahou a convaincu Trump ou est-ce que Trump a utilisé Netanyahou pour arriver à cette situation avec l'Iran, je pense qu'il va falloir un petit peu regarder maintenant l'avenir.
et que la destruction de l'Iran n'est pas une solution. Parce que la vraie question que personne ne pose finalement, et c'est pour ça qu'on en est dans cette situation catastrophique aujourd'hui, c'est une question de pouvoir. C'est qui doit avoir le pouvoir de la région, en fait. Et c'est pour cette raison que les États-Unis se sont, d'une manière réfléchie ou irréfléchie, en tout cas certainement ont sous-estimé la résilience iranienne, mais sont rentrés dans ce type de conflit. C'est pour garder un certain pouvoir à travers l'Israël et d'autres pays du Golfe, d'avoir le contrôle de cette région, d'un point de vue, bien entendu, pétrole et gaz. Charles Salvador, la question qu'on a posée, c'est-à-dire sur l'ascendance qu'auraient Netanyahou et les ministres sionistes israéliens sur l'Amérique, est un vieux débat géopolitique. Kissinger, à l'époque, en avait parlé. Il avait dit non, que Israël était un peu le gendarme de la région. Chomsky avait dit pareil. D'autres, John Mearsheimer et Walt, avaient sorti un livre en 2006 en disant non, que c'était le contraire, qu'il y avait un tel lobby, d'une telle puissance aux États-Unis, que les intérêts américains étaient d'une certaine manière contrariés. Ça avait énervé un grand géopolitologue aussi à l'époque, Zbigniew Brzezinski, qui avait dit qu'il en avait marre que la politique étrangère américaine se conjugue avec les intérêts d'un pays tierce. Enfin, c'est un vieux débat qu'on pose là. Tout à fait. Tout à fait. C'est un vieux débat. C'est un vieux débat qui a alimenté un certain nombre de conflits depuis la création de l'Israël. Soyons clairs sur ce point. D'un côté, et le vieux débat, il est relativement simple. D'un côté, on a les États-Unis et l'Israël qui défendent des intérêts communs. De l'autre côté, on avait jusqu'alors l'Europe, avec la France, avec une politique pro-arabe qui davantage faisait la promotion d'un certain équilibre. Et justement, cet équilibre permettait un petit peu de calmer le jeu. On se rend compte aujourd'hui du décalage et du déséquilibre entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est pour cette raison qu'on en arrive à ce genre d'événements catastrophiques. Mathias Delory, vous le chercheur au CNRS, est-ce qu'il y a un décalage, comme vient de le dire Charles Salvador, entre l'Europe et les États-Unis en termes d'approche au sujet du Moyen-Orient, au sujet de Gaza aussi à l'époque. On sait que le président Macron a changé plusieurs fois son fusil d'épaule par rapport à l'Iran. Au début, les premières semaines de la guerre, il avait dit que le peuple iranien devait se libérer du régime totalitaire. Et puis, il y a 3 ou 4 jours, il parle de droit international. Enfin, ça illustrerait peut-être la posture européenne qui ne sait pas sur quel pied danser avec les visées de Trump, tout simplement. Le seul pays en Europe qui tient la barre au niveau du rappel des piliers du droit international, c'est l'Espagne. Les autres pays, à commencer par la France, sont dans des positions tellement ambiguës qu'elles les déshonorent. Et à propos de droit international, Madame Béchet évoquait l'attachement de la Russie au droit international. Alors c'est quelque chose qui a été vrai pendant des années, mais je voudrais quand même rappeler que la guerre de la Russie en Ukraine est parfaitement illégale. C'est une guerre d'agression, et donc on est dans un moment finalement où des États membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis, violent la charte des Nations Unies. Donc c'est un moment très difficile pour le droit international. Et comme l'ont dit mes collègues, le jour où toute cette crise terrible se terminera, et espérons que ce soit le plus tôt possible, il faudra penser à recréer un nouvel édifice fondé sur le droit. On essaiera d'organiser une discussion autour justement de l'Ukraine et la Russie avec Madame Béchet et vous-même, Mathias Delory, parce que quand on discute avec des juristes russes, eux, ils parlent d'une opération spéciale en Ukraine, c'est-à-dire quand il y a une population russophone qui est massacrée, on a dénombré 10 000 morts, il y a les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, il y a des armes chimiques aussi qui ont été positionnées contre la Russie
réussi à passer des années quand même à alerter le droit international sans réaction. C'est une opération spéciale, mais bon, on ne va pas dévier vers ce débat. C'est un point important que vous soulevez. On essaiera d'organiser une émission pour parler de ce sujet. Mathias Delory, vous êtes spécialiste de la guerre aérienne. On l'a vu avec cette guerre contre l'Iran, la suprématie aérienne ne fait pas tout. Ne fait pas tout. Faites-nous partager ce que vous avez retenu de cette agression américaine qui a beaucoup misé justement sur la suprématie des avions. Mais on l'a vu d'un autre côté, l'Iran a riposté coup pour coup. Oui, alors il faut savoir que la situation militaire est favorable à l'Iran parce que l'Iran a visiblement plus de missiles et de drones que Israël d'un côté et les États du Golfe, c'est-à-dire en fait les États-Unis qui les arment, n'ont de système antimissiles. Donc là, il y a un rapport de force favorable à l'Iran qui explique le risque d'escalade dont on parle depuis une vingtaine de minutes. Et donc, on se rend compte que la décision d'attaquer l'Iran de cette manière était complètement irrationnelle, absurde, avec des conséquences économiques, humaines, juridiques terribles. Et donc, ça renvoie à un phénomène plus général qui est que souvent, les guerres sont irrationnelles, les guerres en général, pas seulement les guerres aériennes, et c'est lié au fait que les êtres humains, les décideurs ne sont pas toujours rationnels. C'est lié au fait aussi que parfois il y a des buts de guerre qui sont orthogonaux par rapport aux buts affichés, donc ça crée de l'irrationalité. Mais dans le cas des guerres aériennes, il y a un facteur qui s'ajoute à tous ces facteurs, qui est que très souvent, la raison pour laquelle on choisit de mener une guerre aérienne, que ce soit avec des avions de bombardiers, des drones ou des missiles de croisière ou balistiques, ce qui est une alternative à la guerre aérienne, mais qui est finalement le même principe, c'est que la raison pour laquelle on choisit cette stratégie, c'est souvent pour éviter d'avoir des morts de son côté, du côté des combattants. Faire une économie de la guerre, finalement. Voilà, une économie, ou plutôt un souci d'épargner les vies de sa propre armée. C'est une des raisons pour lesquelles au Japon, après les dizaines de milliers de morts causées par les invasions d'îles périphériques, les États-Unis avaient opté pour les bombardements d'abord conventionnels, puis les bombardements atomiques. Mais le problème, c'est que les guerres aériennes font plus de morts civiles que les invasions ou les interventions avec des troupes au sol, de telle sorte que mon collègue, l'universitaire britannique Martin Shaw, a forgé la notion de transfert de risque pour décrire le fait que, en voulant épargner les vies de ses propres combattants, on transfère les risques vers les civils des pays bombardés. Et ça génère toute une série de conséquences, d'abord humaines, juridiques, mais également d'un point de vue militaire, ça produit des effets contre-productifs très souvent. Et on est en plein dans l'illustration de ce phénomène aujourd'hui. Sauf que c'est assumé par Trump lui-même, c'est-à-dire il en parle hier, pas plus tard qu'hier, en conférence de presse, quand on lui évoque le ciblage des sites comme les ponts, comme les centrales électriques. Il assume, il dit j'en ai cure. Oui, mais il a même dit plus que cela. Ses dernières déclarations sur la volonté d'annihiler une civilisation, ce sont des déclarations littéralement génocidaires. Donc il a même dit plus que cela. Mais au-delà de la rhétorique de Trump, qui est insensée, je dirais, il y a une logique qui, elle, est rationnelle et qu'il faut aussi exposer et critiquer. Karine Bécher, selon plusieurs sources à l'époque, vous en avez parlé il y a un instant, les médiateurs omanais, avec les pourparlers de Genève et à Masrat au sujet du nucléaire civil iranien, entre justement les Iraniens et les Américains, tout le monde avait dit que l'Iran avait accepté des concessions exceptionnelles et qu'on était proche d'un accord.
Par 2 fois, ces accords ont été rompus par la guerre des 12 jours en juin et ensuite celle du 28 février, donc celle-ci qui dure encore. La diplomatie américaine avait été emmenée par 2 manias de l'immobilier, Witkoff et Kushner, alors que les Iraniens avaient dépêché sur place une équipe de techniciens, notamment sur le nucléaire, car la thématique du nucléaire revenait sur place. Enfin, c'est pour dire que les Américains, au vu de ce qui s'est passé à Masrate et à Genève, n'avaient jamais réellement voulu négocier ou conclure un accord avec l'Iran. Oui, absolument. Et permettez-moi quand même, je ne peux pas ne pas réagir par Allez-y, rapport à la j'en étais question sûr. ukrainienne. Allez-y, j'en étais sûr. Allez-y. Il faudrait quand même comprendre que l'histoire n'a pas commencé en 2022, malgré ce que l'on peut entendre un peu partout en France et en Occident. Et s'il s'agit d'agression, on peut poser la question de l'agression conduite par les pays de l'OTAN contre l'Ukraine en 2004, puis en 2014, puis après, il faut se souvenir également des tirs opérés par l'armée ukrainienne sur le territoire russe, constitutionnellement russe et reconnu comme russe à l'étranger aussi, ce qui est quand même un acte de guerre, normalement avant le début de l'opération militaire spéciale de 2022. On rappellera également les référendums et le fait que dans la mesure où il n'y a plus d'État dans le sens juridique du terme, depuis 2014 en Ukraine, les territoires ont le droit de redéterminer leur appartenance. Donc, il y a quand même beaucoup de questions. C'est beaucoup plus simpliste que de dire que la méchante Russie a agressé la pauvre petite Ukraine. Vous lui avez répondu. Vous lui avez répondu. Voilà, c'est en fait. ce qui concerne votre question extrêmement intéressante, effectivement, sur la question des techniques de négociation conduite par les États-Unis. Cela a été entendu plusieurs fois par des experts européens, ça a été dit plusieurs fois par des experts européens et à très juste titre. Les négociations dans la logique américaine ne sont qu'un instrument du conflit, c'est-à-dire que c'est une technique qui permet d'essayer d'obtenir sur le plan diplomatique ce que l'on ne peut pas obtenir sur le plan militaire, ce qui rentre également dans la logique de la diminution des pertes et du transfert des risques, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on essaye de conduire son ennemi à accepter ce que normalement il ne devrait pas accepter. Donc cela se place dans un contexte d'une violence militaire forte, mais normalement sur une courte période. Ce qui doit conduire la partie ennemie dans un état de choc à accepter ce que normalement elle n'aurait pas accepté rationnellement. Et on voit que les États-Unis essayent de faire cela, que ce soit d'ailleurs sur le front ukrainien ou sur le front iranien. Et c'est extrêmement intéressant parce que cette manière de conduire les négociations, qui ne sont pas finalement des négociations, qui ne sont qu'un front comme un autre, on dira, puisqu'il y a le front militaire, le front diplomatique, ne correspondent pas du tout à la culture des pays auxquels cela s'applique, que ce soit d'ailleurs la Russie ou l'Iran, qui ont, elles, effectivement des traditions ancestrales de négociation. Et bizarrement, cela met ces pays en position d'infériorité, puisque jusqu'au dernier moment, ils se disent, bon, d'accord, ils ont trahi une fois, ils ont trahi 2 fois, 3 fois, mais cette fois-ci, quand même, ils n'ont aucune raison de trahir. Cette fois-ci, ils vont tenir leur parole. Et il y a toujours ce doute qui s'insère, en fait, dans les élites, dans la tête des élites de ces pays, qui les conduit souvent à prendre de mauvaises décisions. Donc, d'un côté, oui, les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de négocier dans le sens direct du terme, c'est-à-dire d'obtenir un résultat en faisant eux aussi des compromis, mais ils veulent simplement obtenir le but qu'ils se sont fixé. Ils veulent obtenir non pas la paix, mais la victoire, quel que soit le front. Et pour cela, la négociation est un moyen comme un autre. Merci Karine Béchier. On revient juste après cette coupure publicitaire pour continuer nos échanges à propos de la guerre en Iran et ses conséquences. À tout de suite. Seconde partie pour notre édition au sujet de la guerre contre l'Iran qui entamera
dans une semaine, son deuxième mois. Karine Bécher, quand on évoquait justement les pourparlers de Mascate et de Genève au sujet du nucléaire civil iranien, où les Américains avaient par 2 fois donc profité entre guillemets, des pourparlers pour déclencher des agressions contre l'Iran. Karine Bécher, selon elle disait que pour les Américains, c'était justement une occasion comme une autre, c'est une stratégie comme une autre d'ouvrir un front. Ce n'est pas une tromperie, mais c'est un énième front pour justement continuer la guerre par d'autres moyens. Charles Salvadon, qu'est-ce que vous pensez de ce point, de cette lecture si anglo-saxonne des négociations présentées par Karine ? Alors, je ne suis pas un expert des négociations, donc je ne vais pas rentrer dans la technicité des techniques de négociation. Moi, ce que je perçois, c'est que on oublie quand même souvent de rappeler que Trump, c'est un businessman. D'ailleurs, il n'a pas hésité de le rappeler encore hier, lors de sa conférence de presse à la Maison-Blanche. C'est un businessman et c'est quelqu'un qui fait des deals. Et sa technique, elle est relativement simple. Je mets la pression et ensuite, je fais tout pour gagner. Voilà. Donc, c'est ce qui explique tous les événements que nous avons vécus ces 12 derniers mois. Que ce soit le Groenland, le Venezuela, l'Ukraine avant, où il avait dit qu'il réglerait le conflit en 48 heures ou en 2 semaines, bon bref. Donc on est dans cette logique-là. On a à la Maison-Blanche un businessman. D'ailleurs, on oublie trop souvent quand même de rappeler que la majorité des présidents américains, ce sont des gens qui sont issus du business. Ce ne sont pas des militaires, majoritairement, ce ne sont pas des diplomates. Beaucoup de militaires. Ce ne sont pas des politiciens. Beaucoup de militaires. Ce ne sont pas des politiciens. Quand on regarde l'histoire américaine, quand on regarde l'histoire américaine, majoritairement, ce sont des gens qui viennent du business, donc qui ont une logique, une lecture du monde extrêmement différente de ce que l'on peut avoir en Europe, par exemple. Donc, bon voilà. Donc, quand on a dit ça, après, on ne devrait pas être étonné de la manière dont il se comporte, dont il agit. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que Trump, il a un ego démesuré, il veut marquer son 2e mandat. Le premier, on peut le dire, il l'a totalement loupé. Parce qu'il connaissait pas les mécanismes, on va dire, les méandres de Washington. Et il s'est dit, si j'arrive à être réélu, je vais m'y prendre autrement. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passera demain. Donc, il veut clairement laisser, et dans tous ses discours, dans toutes ses interventions, on retrouve la même dialectique. Et c'est ce qu'il veut faire. Donc, l'Iran n'est qu'une étape supplémentaire. Qui peut malheureusement, comme on l'a dit précédemment, peut dégénérer gravement. Mais on est toujours dans la même logique. Donc la négociation, bon voilà, c'était un moyen de mettre la pression. Ça marche pas, on fait tout pour gagner et on ira jusqu'au bout. Charles Salvadon, vous avez soulevé un point intéressant tout à l'heure en disant qu'il y a beaucoup de présidents américains qui étaient des businessmen, il y en a beaucoup qui étaient des militaires, on peut dire Eisenhower était un militaire, Kennedy avait été engagé dans la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. On a également George Bush père, lui également qui était dans le Pacifique. Enfin, c'est des gens qui avaient vu la guerre, qui avaient expérimenté la guerre, et généralement ce sont les moins belliqueux. Peut-être qu'il y a un effet inverse sur ces civils qui fantasment cette guerre avec, je sais pas, il y a peut-être une approche psychologique à faire, mais il y a de cela un peu quand on voit Trump. Beaucoup. Alors, excusez-moi, quand vous dites il y a eu beaucoup de présidents américains, des militaires, là, vous avez cité un certain nombre de noms.
qui sont de l'époque récente, et pour la plupart, moi, le seul qui est un véritable militaire de carrière, c'est Eisenhower, qui a été général. Bush, si vous parlez de Bush fils, Père, pas fils, ouais, père. Bush père, Bush père, c'est davantage le renseignement, sa carrière, hein, c'est la CIA. Kennedy, je sais pas ce qu'il a fait, il n'a pas fait grand-chose, on va dire, d'un point de vue militaire. Voilà. Bon. Après, si vous voulez, c'est l'état d'esprit, mais on est en train de parler d'un pays qui a 250 ans. On est en train de parler d'un pays qui est jeune. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la mentalité et l'approche d'un pays qui a 250 ans et qui se frotte à des civilisations, si je recentre le point sur la guerre en Iran, qui se frotte à des civilisations qui ont plus de 6000 ans. Et donc, c'est ce que j'explique aussi dans mon ouvrage, hein, c'est que et je rebondis également sur le commentaire de l'irrationalité. Oui, on est dans l'irrationalité lorsqu'on est dans la guerre, parce qu'en fait, finalement, ce sont des décisions qui sont liées à des parcours de personnes et à des réactions de personnes. Et en même temps, vous avez, quand on regarde aujourd'hui la situation, vous avez un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui a 250 ans, et qui à chaque fois va faire la guerre à des gens qui ont plusieurs centaines, voire milliers d'années on va dire, de résilience, et sans connaître finalement le terrain. C'est ce qui se passe en Iran, on le voit. On voit à quel point les États-Unis sont démunis par rapport à la résilience iranienne. Ça fait 47 ans qu'ils se préparent à cette guerre, les Iraniens. Finalement, tout ce qui a été détruit, je soupçonne qu'on l'a laissé pour se faire détruire. Tout le reste est enterré. Ils ont dépensé des milliards depuis 40 ans pour enterrer en fait tout. Donc, bonne chance aux Américains, comme ça a été le cas dans les années 2000 avec l'Irak. On reproduit en fait les mêmes schématiques, les mêmes erreurs côté américain. On va reproduire des guerres d'usure et avec les mêmes défaillances, les mêmes conséquences. Et ceux qui vont en payer les frais, malheureusement, ce sont par exemple, entre autres, pas seulement, mais ça va être les Européens. Mathias Delory, y a-t-il une impasse stratégique militaire américaine? Est-ce que les Américains sont parés pour une guerre à long terme contre l'Iran? On dit qu'ils ont montré quelques, pas défaillances, mais en tout cas des manquements stratégiques, des flottements stratégiques. Est-ce que vous souscrivez à ça? Moi, je pense que malheureusement que le scénario le plus probable, c'est que cette guerre s'éternise, effectivement, parce que l'Iran n'a pas intérêt à accepter les termes états-uniens. Et même si les États-Unis décidaient d'arrêter cette folie, l'Iran, qui a été attaqué plusieurs fois par Israël et par les États-Unis au cours des derniers mois, n'a pas intérêt à accepter un simple cessez-le-feu. L'Iran va demander des garanties de sécurité, et c'est bien normal. Et donc, moi, je vois malheureusement pas de scénario probable qui serait favorable. Alors, est-ce que la solution peut se trouver aux États-Unis? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de l'opinion publique américaine qui manifeste contre la guerre. J'ai un peu plus d'espoir, effectivement, dans ces manifestations que dans l'élite politico-administrative. Moi, je suis sidéré par le fait qu'après les déclarations du président Trump, il n'y ait pas plus de débat sur sa capacité tout simplement à incarner le leadership de ce pays qui se présente comme une démocratie libérale. Sa rhétorique génocidaire en Iran est tout simplement inouïe. Et donc, voilà, je peux que formuler l'espoir que la société états-unienne se ressaisisse.
Selon vous, donc, ce que nous dites au fond, c'est que les États-Unis sont en crise politique, et Trump serait un symptôme de cette crise. Charles, Bah, écoutez, Charles Salvadon parlait de menaces de dissension. On sait que le spectre de la guerre de sécession n'a jamais été complètement évacué. On se rappelle par exemple du gouverneur du Texas, Abbott. D'ailleurs, la constitution du Texas permet à cet État très riche de se départir de l'État fédéral, la Californie aussi. Il commence à avoir aux États-Unis un mouvement sécessionniste qui est porté par beaucoup de gouverneurs. Et justement, Trump était venu, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne présidentielle, pour justement ressouder, réconcilier les Américains avec eux-mêmes, parce que on reprochait à Biden de jouer un peu sur les dissensions, les antagonismes, on va dire, les choses comme ça. Mais là, on voit qu'il fait absolument l'inverse de ce qu'il avait promis faire initialement. Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la division de ce pays, en gros, entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc le parti républicain est ultra dominant dans les zones rurales et le parti démocrate ultra dominant dans les zones urbaines. Et ces deux partis, sur les questions de société, sont aux antipodes. Donc là, il y a une fracture énorme. Mais s'ajoute à cela la personnalité du président Trump. C'est-à-dire que quand on l'écoute parler, on se demande s'il a encore sa raison, tout simplement. Alors moi, je me suis posé des questions pendant des mois en essayant de faire l'hypothèse qu'il avait peut-être tout simplement un rapport différent à la réalité. C'est que vous et moi, nous utilisons des mots pour décrire la réalité, et lui, visiblement, utilise des mots pour fabriquer une réalité à laquelle il est le seul, avec ses partisans, à croire. Mais là, depuis ces dernières déclarations, je me demande si on n'a pas affaire à un problème psychiatrique, psychologique. Mais là, c'est pas aux chercheurs en sciences politiques de se prononcer. Il faudrait inviter un psychologue ou un psychiatre, ou une psychologue ou une psychiatre. C'est intéressant ce que vous nous dites, Mathias Delory, puisqu'il y a 3 jours, le Time Magazine nous révèle que Suzy Wiles, qui est la conseillère de Trump, on dit que c'est la seule qui arrive à le canaliser. Elle est silencieuse mais très puissante. Elle était là à l'époque de Reagan. Elle avait conseillé beaucoup de figures au parti, beaucoup de figures de partis politiques républicains. Suzy Wiles a révélé aux collaborateurs de Trump d'arrêter de lui rapporter une réalité qui lui siérait tout simplement, qui lui plairait, car ce n'est pas lui rendre service. Ça a été sorti par le Time Magazine. Donc on voit que même les proches conseillers de Trump commencent à s'inquiéter véritablement des conséquences ou de l'impact de la guerre en Iran sur le cercle restreint de Trump, Karine Bécher. Il y a effectivement un sérieux problème de communication politique. Le langage des dirigeants a toujours une fonction, comme tout langage, comme toute communication, a une fonction performative, c'est-à-dire de création d'une réalité. Mais pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un certain lien entre le langage, le discours fourni et la réalité elle-même. Et lorsque la distance entre les deux devient énorme, ce qui est le cas actuellement dans le discours produit par Trump, effectivement, ce discours ne produit plus du tout les effets attendus. Donc, il y a ici une forme de fuite en avant. On le voit du côté des dirigeants américains. Alors, on est beaucoup focalisé sur Trump. On peut aussi beaucoup s'interroger sur le discours fourni par le secrétaire à la guerre américain, qui lui aussi mérite quand même d'être soutenu, enfin d'être noté. Donc, oui, tout à fait exact. Nous sommes effectivement dans une situation assez surréaliste. Alors, certains y voient toujours ce grand jeu selon lequel c'est une énorme stratégie qui devrait conduire à un moment donné un résultat. Un résultat, de toute façon, il y en aura. J'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il y ait en fait une stratégie. Cela ressemble en fait à une fuite en avant, puisque les États-Unis et Trump actuellement, en tout cas et ses élites,
commence à réaliser qu'il n'arrive pas à maîtriser la réalité, qu'à partir du moment où, comme l'Iran, ce qui le montre, ne joue pas selon les règles du jeu établies par Trump, et en tout cas par les atlantistes, dans ce cas-là, le scénario ne fonctionne pas. Et ils n'ont absolument pas du tout l'habitude d'être confrontés à une véritable résistance, en tout cas actuellement, et en tout cas Trump. Donc, cela explique aussi cette espèce de déraillement. Ensuite, nous voyons quand même d'une manière générale une baisse du niveau des élites, une baisse de la culture politique et de la culture en général. Et Trump en est quand même un exemple assez impressionnant. Et l'un ajouté à l'autre, il semble qu'il y ait effectivement véritablement une crise phénoménale aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que les États-Unis sont quand même le centre de ce monde global, c'est-à-dire le seul centre qui se reconnaît le droit d'être souverain, de diriger. Et si le centre est malade, cela peut avoir des répercussions extrêmement importantes. Et ça va être intéressant aussi à suivre derrière. Charles Salvaudon, Karine Béchet évoquait la figure tonitruante de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, lui qui parle ouvertement d'une guerre religieuse, de civilisation même contre l'Iran. Ces derniers jours, on a vu qu'on lui a reproché d'avoir remercié, entre guillemets, beaucoup de généraux américains. En temps de guerre, vous n'allez pas me dire le contraire, ce n'est jamais bon signe, mais juridiquement parlant, je veux dire, au sein des constitutions occidentales et surtout américaines, le soldat américain, c'est un soldat professionnel, ce n'est pas un exécutant passif d'une politique sans frein. C'est vrai que ces généraux ont été remerciés ces derniers jours. Cela dénote d'un mécontentement. Peut-être le mot crise est un peu fort, mais quand même, on verra ce qui se passera. Mais je veux dire, on parle des États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de contre-pouvoirs, il y a beaucoup d'équilibre des pouvoirs. Trump ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Non, Trump ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais il a acquis une telle image, une telle aura. Encore une fois, je pense qu'il faut regarder la situation américaine sous un autre angle. Les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, la situation économique ne va pas bien du tout. Vous avez à peu près, on approche des 30% de pauvreté aux États-Unis. Donc l'emploi, c'est pareil. L'emploi ne va pas bien. Donc la situation intérieure ne va pas bien. Et la meilleure technique qui soit pour donner une image positive d'un pays, c'est de regarder à l'extérieur et d'aller faire la guerre à l'extérieur. Et c'est ce que fait Trump. Donc on fait oublier aux Américains la situation interne en capitalisant sur des victoires ou des pseudo-victoires à l'extérieur. Et tous les gens qui sont pas d'accord avec moi, je les limoge. Voilà. Alors il y a aussi ce deuxième point que vous avez évoqué qui est assez important, mais finalement qui est pas tellement nouveau aux États-Unis, qui est un certain fanatisme religieux pour certaines franges de la vie politique. Trump l'a davantage développé et on le voit au travers de son secrétaire d'État à la guerre, on le voit à travers un certain nombre de collaborateurs qui l'entourent et tous partagent la même idéologie, les mêmes idées. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ils prennent la porte. Donc c'est la situation actuelle aux États-Unis, berceau de la démocratie. Ça c'est ce qu'on apprend dans les livres. Et puis la réalité est tout autre, j'ai envie de dire. Charles Salvaudon, c'est la question que je poserai à vous trois. Ce que cette guerre en Iran révèle, c'est peut-être un symptôme de crise au sein du monde occidental. C'est vrai qu'on critique la Chine, on critique la Russie, on critique pas mal de pays, entre guillemets, autoritaires, mais quand même ce sont des pays, la Russie, la Chine, qui sont quand même rationnels, c'est-à-dire que les expériences historiques les poussent
à asseoir un État, asseoir une souveraineté, à se protéger, à bâtir des anticorps pour ne pas revivre les expériences historiques. Mais quand on voit du côté des Européens, des Occidentaux, de Trump, on a l'impression qu'on n'est même plus dans le nihilisme, on est dans la pesanteur. C'est ça qui est inquiétant. Et ça sera ma dernière question. On va commencer par vous, Mathias Delory. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces catégories très générales, les Chinois, les Russes, les Occidentaux, vous savez. En termes de trajectoire historique, hein, politico-historique, hein, c'est pas... Voilà, on n'essentialise pas. Oui. Je vous rappelle que d'abord, il y a plusieurs Amériques, plusieurs États-Unis, il y a plusieurs Russies, il y a plusieurs Chines. Et puis pour l'Europe, l'Espagne, ce n'est pas la France ou l'Allemagne. Hein, donc, sur ces questions précises. Hein. Et si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter un point sur votre question précédente, parce que je pense qu'il est intéressant de savoir, d'observer comment l'establishment militaire va se positionner si Trump va au bout de son ultimatum, qui est complètement fou, et parce qu'il a donné concrètement un ultimatum avec des débouchés potentiellement illégaux au regard du droit international humanitaire, s'attaquer à des infrastructures civiles, et je ne parle même pas de l'hypothèse d'un bombardement nucléaire. Donc il serait intéressant de voir si les militaires résistent. Pendant la guerre globale contre le terrorisme, il y avait eu une petite résistance en interne dans l'armée états-unienne qui avait fait que les segments les plus illégaux de cet ensemble de guerre, notamment la torture à Guantanamo, avaient été plutôt le fait de la CIA que de l'armée. Donc là, il y a une question ouverte et on aura la réponse bientôt. Karine Béchier, rapidement, en quelques mots, sur la perte de rationalité du monde occidental que dévoilent justement ces guerres en Iran. Il semble qu'effectivement, le modèle de gouvernance atlantiste que l'on voit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est arrivé en quelque sorte à son paroxysme, donc devient complètement caricatural. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut plus se convaincre. Il se maintient essentiellement par la force. On le voit très bien au sein de l'Union européenne, avec notamment de plus en plus de volonté de soumettre par la force les États qui ne veulent pas suivre le diktat de Bruxelles. Et après, on donne des leçons de démocratie à l'extérieur. Mais maintenant, attendre aussi d'un discours français qu'ils reconnaissent justement qu'il puisse y avoir un autre modèle et que la Russie ou la Chine ou d'autres pays puissent avoir leur mode de gouvernance qui puisse être acceptable. Non, dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là, parce que les élites gouvernantes actuellement, de toute manière, sont incapables de le reconnaître et qu'elles produisent une propagande telle que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas le courage de se poser trop de questions. Charles Salvador, rapidement, en quelques mots, vous avez la conclusion finale de notre échange. Écoutez, moi, c'est ce que je vous ai un petit peu dessiné au tout début de notre entretien. On est en train de vivre la fin d'un modèle de géopolitique qui perdure depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été supporté par Yves Lacoste, donc une géopolitique verticale, qui répond par la force aux guerres, aux conflits. Donc là, on est en train de vivre finalement les derniers soubresauts qui sont dramatiques, mais ça reste des derniers soubresauts et ça va déboucher demain. En tout cas, je vois pas d'autre modèle possible sur une géopolitique beaucoup plus transversale, parce qu'il va y avoir des questions fondamentales à gérer. À savoir la transition énergétique, les flux migratoires, le changement climatique. Alors on est loin de nos questions de guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais c'est clairement des problématiques qui ne sont pas réglées, on va dire, par un État, mais globalement. Merci beaucoup Charles Salvador, vous êtes géopolitologue au sein du Centre européen du droit et d'économie et professeur à Albert School. Vous avez sorti un ouvrage, Géopolitique, cette force qui nous habite. Merci d'avoir été présent. Je remercie également Karine Béchier, à partir de Moscou, politologue et enseignante, qui nous a permis de mieux comprendre la vision peut-être du monde russe par rapport à cette guerre. Je remercie également Mathias Delory, chargé de recherche au CNRS en sciences politiques à Paris. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci à vous.
L'édition spéciale se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à bientôt.